Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire en ligne, co-organisé par le Graduate Institute et par le Temps sur le sujet toujours délicat mais ô combien important de la libre circulation. Donc mon nom est Richard Verly, je suis journaliste au Temps et je couvre pour le Temps l'actualité française. Je vous parle en ce moment de Paris, depuis le bureau du Temps qui se trouve être dans les locaux du Monde. Mais je couvre également les affaires européennes et j'ai été dans le passé correspondant permanent à Bruxelles. C'est donc un webinaire qui va réunir 4 panélistes, 2 d'entre eux vont nous rejoindre sous peu et 2 sont déjà arrivés. Et le co-modérateur de cet événement sera le professeur Cédric Dupont, que vous devez voir à l'écran maintenant, qui est lui en direct, c'est le seul à être au Graduate Institute à Genève, dans un amphithéâtre que nous aurions dû occuper en présentiel, mais pour les raisons évidentes de la pandémie, ce n'est pas le cas. Donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi les présents actuels David O'Sullivan, que vous devez voir à l'image. David est un ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne, il en a été le secrétaire général. Il a aussi été l'un des tout premiers directeurs du service européen d'action extérieure. Il a à ce titre négocié pas mal de choses avec la Suisse. Il connaît bien le dossier suisse et il connaît bien évidemment le dossier de la libre circulation. Ce sujet de la libre circulation s'impose très largement, vous vous en doutez, à cause de la votation survenue dimanche en Suisse et le rejet de l'initiative de l'UDC qui cherchait à la limiter. Autre intervenant, mais qui a disparu au moment où je vous parle, il était là tout à l'heure, c'est Jean Russotto. Jean Russotto est avocat, basé à Bruxelles de très longue date, représentant d'intérêts suisses à Bruxelles et fin connaisseur de la relation bilatérale, peut-être l'un des meilleurs connaisseurs non diplomates de ce dossier compliqué qu'il suit maintenant depuis plus d'une trentaine d'années. J'espère qu'il va réapparaître, car pour l'instant, je ne le vois pas. Et nous allons être rejoints par 2 eurodéputés, alors du même groupe politique, ce n'était pas volontaire, mais il se trouve que leur qualité à tous les deux et leur connaissance de la Suisse justifiaient leur participation, puisque nous allons avoir d'un côté Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, eurodéputée du groupe Renew, Renaissance, le groupe pro-Macron, et qui, en tant qu'ancienne maire de Strasbourg et élue de l'Alsace, connaît évidemment bien les dossiers de la libre circulation et en particulier les relations avec la Suisse. Et l'autre eurodéputé, c'est Sandro Gozzi, auteur d'un livre qui sort ces jours-ci que je vous recommande, La cible, aux éditions Saint-Simon. Sandro Gozzi est actuellement donc eurodéputé du groupe Renew, lui aussi, élu en France alors qu'il est citoyen italien, mais il a été dans le passé, pendant 4 ans, ministre des Affaires européennes du gouvernement italien, et c'était à l'époque l'ancien maire de Florence, dont le nom m'échappe maintenant, pardonnez-moi, ça va me revenir, je pense que Cédric va pouvoir tout de suite le dire. Et d'ailleurs, je vais lui passer la parole, c'est Cédric Dupont qui va nous faire l'introduction de ce débat, et ensuite nous passerons la parole aux différents panélistes pour des réactions. Cédric, vous avez la parole et éventuellement nous rappeler le nom de ce président du Conseil italien qui m'échappe. Je ne suis pas beaucoup plus sûr que vous, donc je vais m'abstenir, ne pas avoir l'air de faire une offense à nos amis italiens qui pourraient être en ligne. Donc, bienvenue à tout le monde. Effectivement, je suis le seul des 4 panélistes et des 2 co-modérateurs qui suis à Genève, dans une en fait plus petite salle que notre amphithéâtre, mais nous devons nous adapter. Nous espérons qu'au niveau technique, ça va suivre. Il y a toujours des petits imprévus, mais pour l'instant, avec 2 techniciens dans la salle, je me sens très à l'aise, plus que si j'étais seul dans mon bureau ou chez moi. Nous avons privilégié aussi juste sur le format, Richard, je veux rajouter que comme nous ne savons pas exactement combien il y a de participants toujours, parce que les gens se joignent en cours, et comme les problèmes techniques se multiplient lorsqu'on donne la parole aux participants par le canal vidéo ou par l'utilisation de micros qui ensuite restent branchés, etc., nous avons fait nous choisissons en général ce genre de format que les questions se fassent ou les réactions se fassent par la boîte questions et réponses ou question and answer, Q&A, que les participants auront à droite ou à gauche de leur écran. Et nous modérerons ça, Richard et moi, et nous avons aussi des personnes qui nous aident à suivre si jamais il y a un flot trop intense de questions. Mais ça permet aussi peut-être de donner la place à plus de gens et nous à être plus précis dans nos réponses. Je précise que
Cette plateforme et cette table ronde est enregistrée. Il y aura un lien qui sera en fait mis à disposition, mais ça prend quelques heures, même plusieurs heures avant que ce lien soit disponible. Il sera mis sur la chaîne YouTube de l'Institut HEID, du Graduate Institute, et donc il n'y a pas de règle de Chatham House. Donc c'est pas, le lien sera public, enfin du moment que les gens le connaissent. Juste mentionner ça pour nos panélistes. Et donc plusieurs personnes qui ne pourraient pas être présentes ce soir, en fait, nous ont déjà demandé si c'était disponible. Alors ce sera le cas. Donc l'audience de ce soir ne peut être qu'une petite partie de ceux qui écouteront ce panel. Donc je suis Cédric Dupont, professeur de sciences politiques à l'Institut HEID et également président de la formation continue donc de l'Institut ici depuis beaucoup d'années, mais à partir d'un certain moment on ne compte plus. C'est mon plaisir de modérer avec Richard à l'initiative du temps de cet événement, cette table ronde qui, pour ceux qui sont amoureux de l'Europe en Suisse, arrive après un contexte, un vote positif et très, je dirais, réjouissant pour l'Europe d'une manière générale. Et je veux juste dire quelques mots d'introduction avant que Richard reprenne la parole et pose des questions directement aux différents panélistes. Donc l'idée de cette table ronde est vraiment plus que de réagir dans une perspective de politique suisse ou à cette votation, comme on dit en Suisse, à ce vote, à ce référendum, aux implications ou aux messages qu'il donne à l'Europe ou des réflexions qu'on peut se poser dans un contexte, si je dirais, pas très favorable à la libre circulation pleine des gens, puisque de multiples restrictions évidemment, se sont dressés depuis le début 2020 et continuent à être ici à planer un petit peu, dont le spectre continue à planer sur l'automne et peut-être l'hiver à venir. Mais je dirais que ce qui est ma première remarque, c'est que ce vote positif sur une réaffirmation du principe, un des principes fondateurs, clés au poumon de l'Europe, du projet européen, cette réaffirmation a été faite par un vote populaire, par un référendum. Peu de pays, même des pays membres, etc., aimeraient risquer ce genre de vote à l'heure actuelle. Probablement, la Suisse l'a fait de par sa constitution. Et pour la troisième fois, le peuple, en fait, confirme qu'elle est attachée au principe de la liberté de circulation entre la Suisse et ses voisins européens. Donc, la première fois, c'était, je rappelle, regardez mes notes, le 21 mai 2000, lorsque la libre circulation faisait partie d'un paquet de 7 objets bilatéraux qui en fait étaient censés suppléer au nom de l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen qui avait eu lieu 8 ans auparavant. Donc une première fois les Suisses ont dit oui, là on peut dire que c'était par l'ensemble du paquet, mais en fait la libre circulation était déjà à l'époque un accord clé. Ensuite, les Suisses ont approuvé l'extension de cet accord aux pays nouvellement membres de l'Union, parce qu'au moment du vote, il n'y avait que 15 membres de l'Union. Ensuite, tout l'élargissement au centre de l'Europe et à l'est de l'Europe, et la libre circulation portée sur des pays peut-être un petit peu plus, je dirais, problématiques pour certains citoyens suisses. Donc l'acceptation a été moins large, mais a été très nette tout de même. Il y a eu entre ce vote-là, qui ont eu lieu en 2005, et le vote d'avant-hier, un vote par contre plus controversé et plus problématique, qui revenait peut-être un peu en arrière ou qui remettait en cause ce principe fondamental qui était en fait celui qui était l'initiative contre l'immigration de masse, qui a été accepté, donc qui revenait sur la liberté de circulation, je dirais, non contrôlée, mais bon, plus large, et qui a été accepté en 2014, en février 2014, qui a amené en fait toute une nécessité de voir comment ce vote populaire pouvait être toujours compatible avec les accords bilatéraux, en jouant sur la marge de la préférence nationale. Mais je dirais que le vote d'avant-hier corrige peut-être ce faux pas des Suisses. À noter que l'acceptation avait été vraiment très minime, dans le sens où il y avait 50% ou 50,1% qui avaient accepté l'initiative. Le vote d'avant-hier avec une majorité très nette de 60% des citoyens qui ont participé, avec une participation forte toujours pour tous ces objets entre 50 et 60%, ce qui est très élevé pour les référendums suisses, clairement manifester ce désir d'être lié à l'Europe, à une liberté de circulation des personnes. Alors même que l'image que certains ont de la Suisse ou projettent de la Suisse par rapport à l'Europe, que c'est un pays qui veut le beurre, l'argent du beurre et même plus, si on continue l'adage,
c'est un pays qui là réaffirme quand même sa volonté de continuer la liberté de circulation. Alors évidemment, même si certaines couches de la population étaient plus réticentes, de manière très générale, évidemment, plus les gens étaient, je dirais, avaient un niveau d'éducation prolongé, plus avancé, plus le oui était fort. Les femmes ont très clairement dit, en plus grande majorité que les hommes, oui. On ne peut pas dire qu'il y avait un clivage ville-campagne. De manière très générale, à part le seul parti qui avait lancé cette initiative, c'est-à-dire que l'Union démocratique du centre, qui est le parti donc de droite marqué, disons, en Suisse, à part ce parti-là, tous les autres sympathisants des autres partis ont voté contre cette initiative qui voulait remettre en cause le principe de liberté de circulation. Donc c'est un message très fort que la population suisse est attachée à cette liberté de circulation. On verra dans le débat comment est-ce qu'ils voient la liberté de circulation. Est-ce que c'est vraiment lié principalement à une vision marchande, je dirais, de la liberté de circulation, ou ça va plus profond, donc est-ce que c'est un attachement humaniste sur une Europe ouverte plus profonde? Mais je dirais que ça, c'est la première toile de fond, c'est quand même un message très fort, et il n'y a aucun pays européen qui a eu 3 votes en 20 ans sur réaffirmant la liberté de circulation, notamment dans le contexte anxiogène actuel. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, en parlant du contexte, c'est qu'on est quand même dans un contexte pour l'Europe, je dirais un petit peu chahuté. Évidemment, on n'a pas besoin de revenir sur les points qui fâchent ou qui blessent, mais la saga du Brexit n'est pas finie et on ne sait pas comment elle va se terminer. Alors, d'une certaine manière, peut-être qu'ils vont retomber sur leurs pieds, mais pour l'instant, c'est vraiment de la haute voltige avec très peu de filets. Avec des implications très concrètes sur la libre circulation des personnes et le libre établissement des personnes des deux côtés de la Manche et même au-delà de la mer d'Irlande. Il y a aussi la question des migrations, de la politique migratoire, de la remise en cause, de la rediscussion de Dublin et d'autres accords liés au flux migratoire. La question que le problème migratoire n'est pas réglé, il ne sera pas demain ni après-demain, mais remettre ça au centre des débats, du tapis. Et là, les blocages sont toujours les mêmes. Et évidemment, même si on ne parle pas forcément de la même libre circulation des personnes, on a en fait le principe clé que les personnes, le libre mouvement des personnes, quelle que soit leur origine et quels que soient leurs besoins. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, que les nationalismes, je rajouterai à ça la renaissance ou la réaffirmation dans certains pays d'un nationalisme marqué, je dirais même d'un protectionnisme assez marqué, qui bien sûr vont tous à l'encontre de ce principe de la libre circulation des personnes d'une manière ou d'une autre. Et je finirai sur ce deuxième volet sur le fait que vraiment à Genève, c'est très particulier. On avait en tout cas à Genève beaucoup de citoyens des deux côtés de la frontière avaient oublié qu'il y avait une frontière autour de Genève, jusqu'au moment de la mi-mars cette année où finalement non seulement les frontières ont été filtrées, certaines frontières ont été fermées avec des blocs de béton, ce qui, je pense, pour la plupart des gens, y compris ceux de ma génération, était complètement, jamais vu, sensationnel, et qui montre que les frontières en Europe existent encore et peuvent être en fait tout d'un coup réaffirmées avec force. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de blocs de béton, mais il y a des zones rouges dans certains pays qui font que, je pense, beaucoup de citoyens des différents pays qui font que Richard ne peut pas venir à Genève, ils font que, évidemment, nos collègues à Bruxelles ne pourraient pas y venir sans passer plusieurs jours, 7 jours maintenant dans un endroit isolé. Donc les frontières sont, même si ce qu'on croise en voiture, il n'y a pas de bloc de béton, les frontières sont quand même réaffirmées, en tout cas en filigrane, et probablement un petit peu plus qu'en filigrane. Donc dans ce contexte-là, le vote des citoyens suisses est quand même la preuve d'un attachement au fait que la libre circulation des personnes, pour quels que soient les motifs, notamment d'affaires ou de tourisme en Suisse, c'est quelque chose auquel ils tiennent beaucoup. Je finirai sur quand même une petite remarque sur les implications pour les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Alors je veux dire que évidemment les relations Suisse-Europe commencent d'ailleurs même avant la formation des membres de l'Europe actuelle, avant la formation de la petite Europe à l'époque du traité de Rome, avec les grandes discussions sur le plan modeling et pour une association économique de libre-échange. Et depuis lors, c'est un peu
en fait, sont une relation très étroite, mais sans jamais aller au mariage institutionnel. Et donc, dans ce contexte-là, ce vote-là vient réaffirmer l'attachement des Suisses au bilatéral, alors même que les bilatérales, depuis 2-3 ans, n'étaient pas vraiment un sujet très en vogue ou un sujet qui avait l'air de pourrir un petit peu les relations entre Bruxelles et Berne et la Suisse, notamment parce que la prolifération des accords bilatéraux, donc le succès même en fait de ces accords bilatéraux, a amené à une volonté, en tout cas des deux parties, principalement de Bruxelles, mais pas uniquement, d'essayer de réglementer ça, d'entourer ces paquets bilatéraux d'un chapeau institutionnel, d'une enveloppe institutionnelle. Mais évidemment, dès que ces sujets arrivent sur le tapis en Suisse, les Suisses vont le voir comme une contrainte, comme une perte d'autonomie, la même raison qu'ils avaient refusé l'espace économique européen. Et donc, on retombe dans cette équation difficile à résoudre, de dire on veut être très unis, très proches, très étroitement liés, mais sans donner l'impression d'être vraiment membre ou quasi-membre. Et c'est vrai que le vote d'hier peut être interprété comme une volonté du peuple suisse d'affirmer sa volonté de rester, d'être attaché étroitement par ces accords bilatéraux à l'Union européenne, mais d'un autre côté, peut-être renforcer la volonté du Conseil fédéral d'éviter de donner l'impression qu'on va, d'une certaine manière, basculer d'un bilatéral à une appartenance à l'Union en mettant une enveloppe institutionnelle. Donc il sera difficile de voir comment le Conseil fédéral va réagir. Est-ce qu'il va le voir comme un message d'encouragement de ses demandes auprès de Bruxelles pour renégocier ou clarifier, selon les termes de Bruxelles, la proposition d'accord 4 qui est sur la table depuis plus de 2 ans maintenant, ou est-ce qu'ils vont prendre le risque de se dire que finalement les Suisses ont montré leur attachement à l'Europe avant tout et pas forcément à la voie bilatérale, et à ce moment-là prendront la décision de signer sans beaucoup de modifications ou de demandes de modifications ou de clarifications l'accord actuel et de le ratifier. Ce qui serait la préférence très clairement, d'après ce qu'on a vu dans les déclarations de la Commission européenne, d'en arriver à une signature, à une ratification avec seulement quelques clarifications. Donc ces 3 volets seront touchés dans nos débats en fonction des préférences et des volontés d'intervention de nos orateurs. Et bien sûr, beaucoup de questions resteront ouvertes après ce débat, mais l'idée était vraiment, en tout cas du point de vue de Genève et de la Suisse, de vraiment sentir le pouls, d'écouter les réactions en dehors de la Suisse à ce vote dans un contexte si particulier. Voilà Richard, merci encore de joindre à nous, et Richard, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, merci pour ce cadrage Cédric. Donc Fabienne Keller cherche en ce moment même à se connecter, donc elle devrait bientôt apparaître sur les écrans, mais je vais d'abord me tourner vers David O'Sullivan. David donc a été longtemps haut fonctionnaire de la Commission européenne, il en a été le secrétaire général, je l'ai dit tout à l'heure, il a été l'un des premiers responsables du tout nouveau Service européen d'action extérieure. Alors ma première question, elle portera sur le thème de ce débat, c'est-à-dire la libre circulation, et on va élargir un petit peu, car nous aurons l'occasion de revenir sur la Suisse évidemment. Ma première question, c'est est-ce que David, vous qui fréquentez l'Union depuis longtemps, qui avez vu la libre circulation devenir l'un des piliers de l'Union européenne, est-ce qu'au moment de la pandémie, avec la réapparition des frontières, avec tous ces barrages unilatéraux, est-ce que vous avez eu peur que la libre circulation soit vraiment remise en cause? Et est-ce que quelque part maintenant la situation, y compris le vote de la Suisse, vous rassure sur l'avenir de la libre circulation au sein de l'Union européenne? Bon, merci beaucoup Richard, merci au professeur Dupont pour l'invitation. Il est vrai que par le passé, j'étais fonctionnaire européen, j'avais même affaire avec la Suisse, mais je tiens à souligner que ce soir, je parle à titre personnel. J'ai rejoint le même cabinet d'avocats que Jean Rousotto, Steptoe et Johnson à Bruxelles. Je suis pas avocat, personne n'est parfait, mais j'essaie d'apporter ma connaissance et ma contribution au travail de ce cabinet. Et bien sûr, je suis de très près tout ce qui se passe aussi avec la Suisse, pour laquelle je garde une affection et un intérêt énorme. En réponse à ta question, pour en venir tout de suite au cœur de la question, non. Je pense qu'il faut
regardez de très près ce qui s'est passé partout dans le monde. Mon fils est actuellement en Australie. Il est à Melbourne, il ne peut pas bouger. Ils ont des frontières, la police patrouille la ville. À Dublin, ils viennent de dire que vous pouvez plus sortir de Dublin pour l'instant. Donc, partout aux États-Unis, ils ont redécouvert les frontières entre les États. Donc, cette pandémie, la première chose, c'était la santé publique. Et malheureusement, ceci est un virus qui voyage avec nous tous. Donc, il est vrai que ça peut aider à protéger la santé publique, à ériger des barrières. Et il est clair que les barrières naturelles sont les anciennes frontières, même si on les a largement mises à côté en Europe. Donc, je trouvais ça tout à fait normal et je pense qu'il ne faut pas qu'en Europe, on se critique trop d'avoir fait ça, parce que ça c'est fait partout dans le monde. En Chine, ils ont fermé Wuhan à tout contact avec le reste de la Chine. Malheureusement, la fermeture des villes, des régions, des pays est un instrument de la lutte contre une pandémie. Donc, j'ai toujours considéré ça comme cela. Bon, maintenant, il fallait, par exemple, s'attaquer au fait que ça pourrait nuire à la capacité de continuer à revitailler des pays. Donc, la Commission était intervenue tout de suite et en premier lieu pour s'assurer du passage plus facile des camions et des biens dont chaque pays avait besoin. Et les États membres ont répondu à ça. Et je pense que maintenant, on est en train aussi vraiment de se poser la question à quel moment est-il nécessaire, est-il utile pour l'objectif important que tous nos gouvernements, qui est de protéger nos citoyens contre cette pandémie, et cette fermeture de frontières est un élément. Donc, je ne me suis jamais fait le souci que les gens y prendront goût. C'est plutôt le contraire. Je pense que la réaction de la plupart des gens, c'est de dire « Oh, ces restrictions, j'aime pas ». Donc, je pense qu'on va plutôt redécouvrir les bénéfices de la libre circulation une fois que la situation santé le permet. Pour le vote en Suisse, je ne peux que m'en réjouir. C'est un vote par les Suisses pour des raisons suisses. On est conscient, c'était une affaire suisse. Mais ce qui me réjouit plus particulièrement, comme vient de le dire le professeur Dupont, c'est que cela soit une majorité si claire. Parce que dans ce type de choses, si c'est 51, 49, on peut toujours dire, bon, on va revenir, etc. Donc, au moins, les gens se sont très, très clairement exprimés. Pour reprendre un point du professeur, je ne pense pas que les Européens interprètent ça comme ayant des implications pour d'autres choses, sauf que un vote négatif, un vote contre la libre circulation nous aurait créé des problèmes. Mais on ne pense pas que les gens ont voté sur la libre circulation. Point à la ligne, les autres choses, et on en parlera peut-être, ça c'est une autre chose, et les gens n'interprètent pas, il ne faut pas surinterpréter ce vote par rapport aux autres questions que nous serions appelés à traiter. Donc, ma conclusion, Richard, c'est de dire, je pense que les gens aiment la libre circulation, que les restrictions, on espère provisoires, pour des bonnes raisons de la santé publique, ne font que renforcer tous les avantages que nous apporte la libre circulation une fois qu'on nous le retire. Autre chose, c'est, et je m'arrête, mais je veux simplement le mentionner, c'est la migration. La libre circulation entre Européennes est une chose claire. On parle des citoyens de nos États membres ou des pays associés ou des pays indépendants comme la Suisse, mais avec une implication. La question de la migration est une question existentielle pour l'Europe, parce que ce problème ne va pas disparaître. Et la question que nous devons nous poser, ce n'est pas forcément une question pour la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, mais je suis profondément convaincu que si nous traitons la migration au niveau continental, nous pouvons le gérer. Si nous laissons à traiter cette question les États qui se trouvent géographiquement sur la ligne de front, on va avoir des crises permanentes.
et des injustices et des situations qui manquent de dignité humaine et qui sont sincèrement juste injustes. Donc, nous sommes condamnés, à mon avis, à trouver des solutions continentales, mais il faut tenir compte des différentes sensibilités, et nous en savons tout ce qu'ils sont. Mais c'est une question qui est différente de la libre circulation. La libre circulation est un droit pour les citoyens des États membres et pour les pays qui décident de s'associer à cette libre circulation, telle que la Suisse, et c'est quelque chose de très positif pour la grande majorité de nos citoyens, comme ce vote, à mon avis, vient de montrer pour la Suisse. Que les dossiers sont séparés. Vous avez dit que les dossiers sont séparés, qu'il ne faut donc pas penser que la libre circulation influera sur d'autres dossiers. Alors c'est une petite remarque qui me va droit au cœur parce que j'ai écrit exactement l'inverse dans mon éditorial du jour, puisque je pense, moi, au contraire, que lorsqu'un peuple souverain s'exprime de cette façon pour un sujet aussi important que la libre circulation, il faudrait quand même peut-être que la Commission européenne et que Bruxelles en tiennent compte dans l'ensemble des négociations, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais me tourner vers Jean Russotto maintenant, toujours en attendant Fabienne Keller. Et Jean, vous suivez, je l'ai signalé en introduction, depuis longtemps, les relations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne. Ce vote positif, et comme l'a dit David O'Sullivan, même très positif, qui marque nettement la préférence de la population suisse pour un régime de libre circulation avec l'UE, est-ce qu'il vous paraît témoigner d'un tournant? Au fond, est-ce que maintenant la relation Suisse-Union européenne est arrivée à maturité et est-ce que peut-être les Suisses comprennent maintenant de manière claire ce que leur procure ce statut de partenaire privilégié de l'Union? Merci Richard, merci professeur Dupont pour m'avoir invité. Richard, vous utilisez des hyperboles. En Suisse, il n'y a pas d'hyperbole quand on parle de l'Europe. C'est un vote marquant. La libre circulation est inscrite dans les gènes en Suisse. Vous vous souvenez que la libre circulation passe aussi par la circulation routière. En Suisse, ceux qui s'en souviendront, ont vécu des moments héroïques quand on a parlé de l'initiative des Alpes. Qui c'est qui fait voyager les camions du nord au sud? C'est la Suisse. Donc la Suisse connaît au centre géographique de l'Europe ce que veut dire la circulation. Elle attache à ce principe une importance que je dirais fondamentale, d'où effectivement ce vote massif, clair et net. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il s'agit d'un tournant? Je dirais que c'est plutôt un virage, parce que je crois, je peux me tromper, dans l'esprit actuel qu'on observe, quelques jours avant la votation et quelques jours après la votation, il y a, me semble-t-il, mais ce n'est pas de la philosophie, une dichotomie. On vote pour la libre circulation, un principe fondamental, qui est le premier principe de l'Union européenne, qui a été évoqué tout à l'heure, le droit de se déplacer dans cet immense marché intérieur. Ça signifie une liberté économique, une liberté d'établissement, quelque chose que la Suisse souhaite. Donc, le vote est massif. En même temps, il y a, et ça a été noté tout à l'heure également, de la part du professeur Dupont, une hésitation, une demande, un questionnement. Est-ce que oui ou non, la libre circulation est destinée simplement à asseoir la relation Suisse-Union européenne plus fermement? Oui, certainement, on la connaît depuis 1999, entrée en vigueur en 2000, ça a toujours bien fonctionné au moment des deux élargissements et ça continue à bien fonctionner à part le couac de 2014. Est-ce que libre circulation entraîne un rapprochement plus grand, plus profond, plus rapide, lire accord institutionnel? La réponse est non. Et c'est antinomique, c'est une dichotomie. Et une dichotomie, à mon sens, signifie qu'il y a une chaude foi
une croyance claire en la libre circulation pour X, Y raisons qu'on connaît et qui sont véritables. Puis en même temps, il y a une extrême raison, prudence et distance à l'égard de ce que signifie l'Europe. Et c'est exactement, me semble-t-il, où on adore. Donc à votre question, Richard, je dirais que ce n'est pas un tournant. Pour l'instant, cette question est gelée et je crains, on en parlera plus tard, que cette espèce d'aiguille, ce vote absolument incroyable qui fait plaisir à tout le monde, ne va pas changer fondamentalement le paysage. Alors, je vais me retourner en attendant nos nouveaux arrivants. Nous sommes désolés, mais nous avons quelques petites... Ah, Madame Keller est apparemment connectée. J'en profite pour la saluer. Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce que Fabienne Keller, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je crois que ma vidéo est bloquée par... Alors, effectivement, nous voyons l'initiale pour l'instant. Voilà. Mais non, bravo. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc, je me représente, mais nous nous connaissons déjà. Donc, Richard Verly, journaliste au Temps et co-animateur de ce débat avec le professeur Dupont du Graduate Institute que vous voyez également en vidéo, et vous voyez également Jean Russotto et David O'Sullivan. Nous attendons tout bientôt votre collègue Sandro Gozzi qui sortait d'une réunion de votre groupe à l'instant. Merci Madame Keller d'être parmi nous. Donc Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg, eurodéputée Renew et spécialiste des questions de libre circulation et de migration. Je peux vous dire en tant que journaliste qu'elle est très active car je reçois ses communiqués. J'en ai encore reçu un aujourd'hui et elle est très vigilante sur ces sujets. Alors Madame Keller, je me tourne vers vous. Vous connaissez bien la Suisse puisqu'en tant qu'élue alsacienne, vous suivez de près ce qui se passe dans un pays qui est votre voisin. Il y a eu ce vote par référendum de dimanche dont nous venons de parler pendant que vous étiez en train de vous connecter. Est-ce qu'à votre avis, voir un pays comme la Suisse, voir la population suisse se prononcer pour la libre circulation, alors qu'elle a la réputation d'être plutôt une population eurosceptique, est-ce que dans le débat actuel européen, c'est pour vous une très bonne nouvelle? Ah oui, c'est une très bonne nouvelle. J'ai d'ailleurs des collègues qui l'ont appelé le Brexit à l'envers. C'est-à-dire au contraire un choix plutôt d'adhésion au moment où l'Europe des 27 souffre. Les dossiers sont compliqués, l'accompagnement du confinement n'est pas toujours parfait en termes de coordination européenne. Le fait que le peuple suisse ait bien voulu dire on peut bien rester dans le même bateau de Schengen. Cette libre circulation que moi en tant qu'Alsacienne à laquelle je suis très attachée. Moi, j'aime bien dire que nous sommes une petite Europe. Entre l'Allemagne, l'Alsace, la Suisse, nous circulons très naturellement. Il y a d'ailleurs des trains, un tramway entre Bâle et Saint-Louis, entre Strasbourg et Kiel. Tout ça est très interpénétré. On aime bien aller faire des courses, aller participer à des événements culturels. Beaucoup de formations frontalières se sont développées. Et c'est d'ailleurs une belle manière d'habituer chacun à la culture à la fois proche et différente qui est celle du voisin. Il y a sa langue, mais il y a aussi ses habitudes de vie, son mode de raisonnement, son histoire. Donc oui, merci. Merci, chers amis suisses, pour votre vote de dimanche. Ça nous a fait vraiment du bien. Alors, je poursuis sur ce sujet. Il se trouve que pendant le confinement, je me suis beaucoup déplacé aux frontières de la France, notamment en Alsace. Et vous avez été aux premières loges en Alsace puisque les Allemands, notamment, ont rétabli la frontière très tôt, unilatéralement. J'ai quand même entendu beaucoup de dépit à ce moment-là d'élus alsaciens qui étaient inquiets pour l'avenir de la libre circulation au sein de l'Union européenne. Donc, je vais vous reposer la question que j'ai déjà posée à David O'Sullivan. Vous êtes eurodéputé. Est-ce qu'à un moment ces derniers mois, vous vous êtes dit, ça y est, tout va s'écrouler et l'accord, au fond, unanime sur la libre circulation va finir par être remis en cause? Écoutez, non, je suis d'un naturel optimiste. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix d'entrer dans ce sujet de l'asile, de la migration, qui est un sujet assez dur à certains moments, mais pour lequel j'aimerais, avec Sandro, apporter toute mon énergie et notre envie d'avancer. Alors, en effet, pendant le confinement, c'était catastrophique aux frontières entre l'Alsace et l'Allemagne. La symbolique a été terrifiante. Les ponts
ont été, pour beaucoup d'entre eux, fermés. Donc pour nous, c'était les plus mauvaises heures de notre histoire commune. On passait seulement la hauteur de Strasbourg. Hein. Les gens, des travailleurs frontaliers, faisaient de grands détours. Donc ça a été une période douloureuse où les travailleurs frontaliers se sont vus appliquer des règles spéciales, mais ils n'avaient pas le droit de faire autre chose que travailler en Allemagne. Ils n'avaient pas le droit de faire des courses, par exemple. Donc ça a été une période vraiment difficile. Mais je crois que, enfin moi, ça m'a donné un éclairage sur la question de l'asile et de la migration qui ne m'était jamais apparu aussi clairement. Nous avons à la fois des règles qui sont européennes, des règles fortes, des règlements directement applicables, mais la mise en œuvre est aux mains des services les plus souverains, les plus régaliens, qui sont les ministères des Affaires intérieures, qui considèrent que c'est vraiment une question de sécurité nationale. Et donc on l'a retrouvé à l'occasion du Covid. Voilà, le seul outil, c'est pas un outil spécifique santé, c'est un outil, qui est l'outil de protection des frontières, avec finalement une réalité qui était largement exagérée par rapport à la réalité du risque frontalier. C'est là qu'avec Renew, avec Sandro, nous nous battons. Nous avons une collègue très engagée là-dessus qui s'appelle Véronique Triel-Lenoir, pour que l'Europe, peut-être 2 ou 3 ou 10 pays, fixent ensemble des éléments de mesure communs pour le Covid. Il y a plusieurs critères qui sont possibles pour analyser et donner du coup une température, une couleur vraisemblablement à la situation, et qu'à partir de cette mesure commune, on définisse aussi des règles qui seraient communes. La Commission en a proposé un certain nombre, mais cela éviterait de retrouver cette situation qui nous a vraiment fait très mal au cœur. Et puis, nous avons aussi découvert une autre réalité, c'est que, alors même qu'on peut se faire soigner dans tous les États membres gratuitement, il suffit d'avoir la carte européenne de santé, eh bien, en fait, il y a très peu d'intégration dans le domaine de la santé, très peu de réalités partagées. Donc, tout est à construire dans ce domaine-là encore. C'est plutôt un domaine de progrès. Nous, par exemple, Fribourg a pris des malades de Mulhouse. C'était un formidable geste d'amitié. Là, ça s'est fait sans problème. D'ailleurs, ça s'est fait tout naturellement en voisin. Et ça, c'était, j'ai envie de dire, un geste d'amitié irremplaçable au moment le plus difficile. Donc, des sources d'inquiétude, mais aussi de formidable espoir, parce que face aux difficultés, on sait être tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir d'être au complet. Le panel est complet grâce à l'arrivée de Sandro Gozzi. Je dois dire que Sandro Gozzi m'avait prévenu qu'il aurait un léger retard, donc il est tout à fait excusé. Sandro Gozzi a un profil très particulier qui nous intéresse au plus haut point, ce qui justifie sa participation, et je voudrais par avance renouveler ce que j'ai dit auprès du public. Ce n'est pas une volonté politique que d'avoir 2 députés Renaissance dans ce panel. Il se trouve juste que le profil de Mme Keller en tant qu'élue de la région Alsace et de Sandro Gozzi en tant qu'ancien ministre italien aujourd'hui élu sur une liste française était particulièrement pertinent par rapport à cette problématique. Alors Sandro Gozzi, vous venez de publier un livre que je conseille à tous nos participants, La Cible, aux éditions Saint-Simon. Vous vous faites l'avocat de votre parcours transnational, ancien ministre italien devenu aujourd'hui eurodéputé français. Je signale par ailleurs que vous êtes aussi enseignant à l'université de Genève et donc vous êtes régulièrement au bord du lac ou peut-être comme nous derrière votre écran. Sandro, j'aurais une question simple sur la libre circulation aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, et à la lumière du vote suisse, elle est peut-être en train de redevenir ce ciment qui réunit les Européens? Au fond, on a cru que le Covid allait faire renaître les frontières, mais comme l'a très justement dit David O'Sullivan, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'envie de recirculer et de se reconnecter qui va peut-être être plus forte que les frontières. Richard, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et bravo pour cette initiative. Moi, je crois que les votes des 60% des Suisses en faveur de la libre circulation, c'est un message formidable. Et moi aussi, je crois, comme Fabienne l'a dit, Fabienne Keller, que nous devons être optimistes et déterminés. D'habitude, les Européens disent toujours « je suis ni optimiste ni pessimiste, mais je suis déterminé ». Non, c'était Jean Monnet qui disait ça. Avec Fabienne, moi aussi, il a raison, il faut être optimiste et déterminé
parce que finalement, on l'a vu, hein, pendant la crise, on a vu s'abattre sur nous l'Europe que les nationalistes voudraient soit la règle toujours. Parce que finalement, les nationalistes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une Europe des frontières, ils veulent aborder les problèmes communs en nous divisant à travers des frontières, des murs, des divisions fortes. Et nous avons vu que finalement, nous avons intérêt tous à être libres dans notre espace commun. Et nous avons vu tous que face à des menaces transnationales ou globales, comme ce petit virus qui a mis à genoux un monde entier, nous avons intérêt à renforcer la coopération. On va bien rappeler les travaux que Véronique Trier-Lenoir fait pour la coopération sanitaire. Nous avons intérêt à échanger les informations. Nous avons intérêt, ce que nous n'avons pas fait, à avoir des critères communs pour évaluer les risques sanitaires des régions en région et donc à décider si on doit limiter la libre circulation, pas en tant que passeport, pas en tant que nationalité, mais en tant qu'évaluation du risque région par région. C'est ça l'approche que nous devons promouvoir. Et je crois que là, il y a un terrain fertile. C'est un débat difficile, mais un terrain fertile parce que les Européens, finalement, ont vu ce que signifie renoncer à sa liberté. Tout d'abord, on a dû renoncer tout le monde à notre liberté la plus immédiate. On a été tous confinés. Maintenant, on se trouve dans une période étrange du point de vue humain. Parce que finalement, on n'est plus confiné, mais on n'est pas complètement déconfiné. Et donc, c'est plutôt difficile à gérer. Mais nous avons vu ce que signifie les chacun pour soi, les frontières, et je crois que là, il y a la volonté, et nous devons, en tant qu'élus, en tant que un représentant des institutions, nous avons la chance d'être des représentants d'une belle institution qui est le Parlement européen. Nous avons le devoir d'utiliser les votes suisses pour dire, regardez, il y a des bons signaux en faveur de la libre circulation, en faveur de l'Europe citoyenne, dont les Suisses en font pleinement partie. Alors, avant de redonner la parole au professeur Dupont pour une première synthèse, je vais profiter d'avoir 2 eurodéputés dans notre panel pour poser justement la question que je soulignais dans mon éditorial d'aujourd'hui dans Le Temps. Est-ce que vous ne pensez pas, Sandro et Fabienne Keller, qu'à la lumière de ce vote suisse, la Commission devrait se montrer dans ses négociations peut-être plus compréhensive envers la Confédération? Sandro. Moi, je crois que maintenant, il est temps d'appliquer cet accord cadre général qu'on a négocié longuement, sur lequel s'était engagée la commission Juncker, sur lequel elle a engagé la commission menée par Ursula von der Leyen. Il est temps de mettre en œuvre cet accord cadre. Et je crois que le signal qui est venu de la part du peuple suisse va absolument dans la bonne direction. Il faut travailler sur la libre circulation. Il faut aider aussi un peu Fabienne qui fait un travail remarquable. Elle a un travail hyper difficile parce qu'elle est rapportée sur le pacte asile et migration, mais elle est en première ligne pour nous sur la libre circulation. Et donc, il faut que les Suisses aident un peu le travail aussi de Fabienne et qu'ils mettent en œuvre ce bel accord cadre institutionnel. Voilà, je retire ma réponse. Fabienne Keller, si les Suisses vous aident sur votre dossier, est-ce que vous les aiderez sur les leurs? Oh, je crois qu'avec les Suisses, nous avons une vie commune. Hein. Nous vivons dans le même espace, nous nous connaissons depuis longtemps. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Vous le savez, le sud du Haut-Rhin vit énormément avec la Suisse, avec beaucoup d'emplois, un grand dynamisme, une grande fraternité aussi. Je soutiens tout à fait ce que vient de dire Sandro. Nous aimons bien quand même, on adore les cantons suisses, mais on aime bien aussi à certains moments définir un peu des règles pour nos relations, voilà, pour établir un cadre, pour clarifier. On aimerait tellement que vous soyez presque quasi membre de l'Union européenne. Sinon, il faut que je vous dise, j'ai un faible pour le chocolat, mais ça, suisse, mais ça, beaucoup de gens l'ont, mais surtout pour votre modèle ferroviaire. C'est vrai que l'Europe est un peu un modèle dans l'utilisation du chemin de fer, donc des transports durables, mais la Suisse, c'est quand même topissime. Et moi-même, j'ai fait plusieurs rapports sur ce sujet et je me suis beaucoup inspirée de votre gestion
extrêmement performante et économiquement solide aussi, viable. Donc je pense qu'on a tellement de choses qui nous rapprochent. Accepter ce traité auquel les Européens croient tant pour être peut-être un partenaire plus simple, plus lisible aussi pour l'ensemble des États membres des 27. Alors, je donne la parole au professeur Dupont pour un premier tour d'horizon et une série de remarques issues de vos interventions. Cédric, à vous la parole. Cédric, je ne vous entends pas, votre micro est mute. Allez-y. Vous m'entendez maintenant? C'est bon. C'est bon. Donc, je disais que je vais me limiter à quelques remarques basées sur les interventions des différents orateurs, très intéressantes et très instructives. Je dirais que le premier message qui ressort très clairement, c'est une ligne très convergente, c'est le fait que même si tout le monde a regretté le fait des barrières soient surgies si rapidement sur la libre circulation des personnes dans le contexte du Covid-19 ou de la Covid-19, très clairement, il n'y avait pas de risque fondamental où personne n'a perçu ces remises en cause comme potentiellement affectant à long terme ou de manière profonde ce principe clé de l'Union. Le deuxième message qui ressort, c'est que, évidemment, pour certaines interventions, mais c'est peut-être provoqué par mes remarques initiales, la libre circulation à l'intérieur de l'Union est une chose différente des migrations, qui est en fait les relations de l'Europe avec le reste du monde, évidemment qui sont deux dossiers, si vous voulez, politiques distincts, mais évidemment on parle toujours d'une certaine manière de la même chose, de la libre circulation des gens dans le monde. Donc est-ce qu'on a un monde intégré, jusqu'où il est intégré, jusqu'où l'Europe s'intègre et est d'accord de s'intégrer. Peut-être qu'on y reviendra. La troisième chose qui est ressortie très clairement, c'est que c'est vrai que par rapport à la Suisse de par sa situation géographique, c'est pas nouveau, évidemment étant au cœur de l'Europe, étant entourée de membres de l'Union européenne, a tissé des liens très étroits, une interpénétration, comme le disait Fabienne Keller, très particulière dans certaines régions, notamment dans la région évidemment Alsace, Bâle, Bade-Württemberg, ou dans la région Franco-Valdo, Savoyo et l'Ain, je ne sais pas comment le citer, autour de Genève, donc qui sont des régions tellement intégrées que le fait d'ériger des barrières ou de réduire même de quelques heures la libre circulation des personnes a posé des problèmes absolument énormes, notamment à cause du travail frontalier qui est vraiment extrêmement commun dans ces régions-là. Et puis, je dirais que, évidemment, parce que Richard Verly a un petit peu aiguillonné les réponses sur ces sujets, revient toujours cette question de dire comment interpréter ce vote. Alors évidemment, tous les analystes politiques, universitaires adorent interpréter tout vote. C'est partie de leur ADN pratiquement. Alors c'est clair que les Suisses, ce qui est sûr, c'est que les Suisses, dans leur grande majorité, sont très attachés à la libre circulation des personnes. Parce que, évidemment, sinon la Suisse est une petite île qui étouffe, ou un petit îlot qui étouffe. Donc ça, c'est un renforcement très clair, et que cette libre circulation passe par des accords avec l'Union européenne, évidemment. Après, se pose la question de est-ce que ça, c'est un signal plus fort d'un attachement de la Suisse au projet européen et donc une acceptation de vouloir clarifier un petit peu comme Mme Keller, M. Gauzy le faisait remarquer, les liens multiples, cette densité d'accords bilatéraux souvent difficiles à naviguer et à comprendre pour le commun des mortels, ou non. M. Russotto en doute largement, puisqu'il parle peut-être d'un virage, mais pas d'un tournant. Et nous avions aussi une remarque sur le blog ou sur la boîte des questions qui, en fait, doute que ce vote soit un reflet d'un changement d'attitude des citoyens suisses par rapport à un lien institutionnel ou institutionnalisé de manière un petit peu plus, je dirais, claire, peut-être un petit peu plus rigide, les Suisses le diraient. Ce signal-là est mis en doute. Alors c'est clair que c'est une chose qu'on verra et qui va se dessiner très rapidement dans les semaines qui viennent. Je me permets aussi de souligner un dernier point, peut-être de revenir sur un point que j'avais mentionné initialement. Même si on s'attache, et je pense que c'est lié à ça, est-ce que pour les Suisses, la libre circulation
l'attachement à la libre circulation des personnes est juste un principe de circulation dans une idée d'un marché, c'est-à-dire libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, donc vraiment vu comme un projet économique, et dans un projet économique on peut se balader partout, soit parce qu'on est exportateur de services ou importateur de services, exportateur de biens ou importateur de biens ou de capitaux, ou est-ce que c'est un attachement plus profond je dirais, aux libertés, un projet humaniste qui fait que nos zones de liberté ne devraient pas être mangées ou réduites par des frontières. Et c'est clair que ça revient à la vision qu'ont les Suisses de l'Union européenne qui, je dirais que pour la grande majorité pour l'instant, est une vision d'un projet économique, en tout cas dans leur acceptation, et qui porte problème lorsqu'on essaye de les pousser un peu plus loin dans un attachement, en tout cas pour leur majorité, je dirais en grande partie, ce n'est pas la majorité, un attachement plus profond à l'idée du projet politique européen, d'une Europe intégrée, forte, garante des libertés individuelles, et ou collectives dans les différents types de régimes politiques qu'il peut y avoir. Et là, on pourra revenir là-dessus, ce serait une question, peut-être que Richard vous rebondirez là-dessus, mais c'est vrai que quand on entend parler de circulation des personnes, très clairement dans les arguments massifs qui ont été utilisés par l'industrie suisse, c'est vraiment l'argument de dire on a besoin de main-d'œuvre. Je réduis un petit peu, mais on a besoin de main-d'œuvre, et donc ne réduisez pas notre accès à la main-d'œuvre potentielle européenne. De la même manière, je dirais que même pour les universités qui sont fortement mobilisées cette fois, ce qu'ils ne font en général pas pour ce genre de scrutin, c'est quand même une capacité de rester connecté au réseau de recherche, sans lesquels les universités suisses pâtiraient énormément, ou en tout cas baisseraient fortement dans les classements mondiaux. Donc on le voit dans les arguments qui ont été massifs en faveur de la libre circulation, de préservation de cet accord fondamental avec l'Union européenne, c'est quand même toujours la dimension économique qui domine, et lorsque les aspects un peu plus profonds, humanistes, émotionnels peut-être, si vous voulez, du cœur plutôt que de la tête, si on peut rester à ces niveaux-là, c'est un petit peu plus ouvert. Donc Richard, je ne sais pas si vous voulez mener un deuxième tour. Absolument. Alors je vais me retourner vers nos différents interlocuteurs avec quelques questions précises. Alors je vais commencer par David O'Sullivan. David, vous avez longtemps travaillé à la Commission européenne, même si vous l'avez bien précisé, vous vous exprimez aujourd'hui à titre personnel puisque vous avez quitté vos anciennes fonctions, mais j'aurais envie de vous poser la question à la lumière de tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 leçons que la Commission, l'exécutif communautaire, dont, rappelons-le, il a l'initiative législative, est-ce qu'il y a 2 ou 3 leçons que la Commission devrait retenir pour faire de ce moment actuel un vrai moment de renouveau européen? Oui, je pense que Mme Keller l'a très bien dit. Il faut tirer les leçons de cette crise. Nous avons une manque de coordination dans nos politiques de santé. Effectivement, comme elle a dit, nous manquons des critères communs pour décider les différents niveaux de crise, et chaque État membre invente un système qui est légèrement différent. Ça serait beaucoup plus intelligent d'avoir le même système, ce qui permettrait, comme elle a très bien dit, la comparaison entre situations, qui nous permettrait de dire est-ce que un blocage à la frontière a un sens en termes de santé publique, est-ce que c'est nécessaire et proportionnel aux objectifs, etc. Donc, il faut tirer les conclusions. Il y a aussi, comme l'a dit le président von der Leyen dans son discours l'État de l'Union, il y a du travail à faire sur l'Europe, la santé, sur plus coopérer, plus savoir de mettre ensemble nos ressources et nos capacités dans le domaine de la santé pendant une grande crise soit une crise qui attaque un État membre plus particulièrement, tel qu'était le cas par exemple avec l'Italie tout en début. C'est l'Italie qui était en ligne de front, et franchement on n'a pas suffisamment réagi. C'est pas la Commission, c'est pas les institutions européennes, mais il y avait pas le réflexe. Et donc là, à l'avenir, il faudrait éviter ça, mais surtout de trouver des réponses plus collectives sur ces histoires. Et donc, je pense qu'on a bien tiré les conclusions. Je pense que la Commission a des projets, mais comme les membres du Parlement vont pouvoir vous dire, il y a un problème de budget parce que précisément cette Europe de la santé a été un des projets qui a un peu souffert dans le marchandage autour
de grands débats budgétaires et le Parlement fait tout ce qu'il peut pour essayer de remettre plus d'argent dans ce projet. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et bien sûr, cette collaboration, ça pourrait s'étendre à d'autres pays non membres de l'Union européenne, mais qui souhaiteraient s'y associer, tels que la Suisse ou la Norvège ou d'autres pays européens. Il n'y a pas de raison que ce soit exclusivement l'Union européenne, mais à mon avis, ça c'est les premières leçons à tirer de cet événement. Si vous parlez plutôt de la Suisse et de l'avenir avec l'accord, permettez-moi quand même, Richard, de vous dire une chose. Arrêtez de parler de la Commission comme si c'est la Commission seule. Vous faites la même erreur que les Britanniques avec M. Barnier, en pensant toujours, oui, ça c'est Barnier, mais les États. Je peux vous assurer que, comme dans Brexit, Michel Barnier ne bouge pas sans savoir quelle est la volonté collective de ces États membres derrière. Je peux vous assurer, sur la Suisse, c'est la même chose. Vous dites, il faut que la Commission devienne plus flexible. Alors, il faut dire, est-ce que l'Europe, l'Union européenne, dont les États membres veulent accorder d'autres flexibilités à la Suisse ou pas dans le contexte de finaliser cet accord? Et donc, il ne faut pas penser que la Commission va se séparer des États membres, ni que les États membres vont se séparer de la Commission. On reste très étroitement sur la même ligne. Et je pense que la réaction des deux députés vous a un peu montré l'esprit qu'il y a pour l'instant à Bruxelles. Je pense qu'on est toujours ouvert à discuter des problèmes constatés lors de la consultation qu'a menée le Conseil fédéral, mais je constate que le président du Conseil fédéral a quand même écrit au président Juncker il y a 2 ans en disant que globalement la Suisse trouvait cet accord un bon accord et moyennant quelques clarifications pourrait procéder à la signature. Donc ça c'est jusqu'à présent, ça c'est le dernier mot de la Suisse sur l'affaire et on attend maintenant la réaction. Et je pense que vous m'avez peut-être surinterprété dans mes premiers propos. Je voulais dire simplement ce que le professeur vient de dire, c'est-à-dire moi je tire pas que parce que les Suisses ont voté pour la libre circulation que tout d'un coup ils adorent tout ce que fait l'Union européenne et ils sont prêts à signer n'importe quoi. Je sais très bien que les deux choses sont séparées dans la mentalité des Suisses et c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas surinterpréter ce vote positif comme réglant tous les autres problèmes. Les autres problèmes restent entiers et il faut que nous discutions, il faut que nous négocions et il faut que nous trouvions des solutions qui sont acceptables pour la partie suisse et pour la partie Union européenne. Et je suis certain qu'on y arrivera. Et maintenant, l'épée de Damoclès de cette consultation populaire étant définitivement levée, on peut précisément passer à une discussion plus calme sur cet accord interinstitutionnel et comment mener ces discussions qui datent maintenant. C'est moi qui les ai lancées en 2012, donc j'aimerais bien voir quelqu'un les mener à bien définitivement. Alors, justement, la parole va naturellement vers Jean Russotto. Jean, vous êtes plongé dans ce dossier bien avant 2012, le dossier Suisse-Union européenne. Est-ce que vous pensez que là, on est quand même à bout touchant? En réalité, on approche de la solution, comme le disait David, moyennant quelques clarifications. Écoutez, c'est une question difficile, Richard. Tout dépend de la vue et de la psychologie que vous avez d'un couple. Est-ce qu'on est à bout touchant ou pas? Est-ce que c'est un mariage consommé ou c'est une union sacrée? Je veux pas être inconvenant, mais je crois qu'il faut dire les choses clairement. Ça a été dit tout à l'heure. Il est essentiel pour la Suisse, pour toutes sortes de bonnes raisons, pas seulement pour la Suisse, de pouvoir circuler librement. On a dit par ailleurs, ce qui est tout à fait juste, que la vision de la Suisse, à propos de l'Union européenne, est une vision, ce qui est correct, essentiellement économique. Il est dès lors naturel qu'on applaudisse le vote suisse. Mais je crois, et je le répète, et je l'ai souvent dit, il ne faut pas prendre ce vote pour un vote pro-européen. C'est un vote, désolé de le dire, et nous sommes tous comme ça, vous et moi, égoïstes. Il nous est agréable de pouvoir franchir les ponts et les frontières
facilement. Il est facile de faire ceci et cela. Il est logique que nous réagissions de cette façon. Mais il ne faut pas travestir ça comme un hymne à l'amour à l'Europe. Ce n'est pas vrai. En revanche, est-ce que oui ou non, ce sera une approche qui va faciliter le dialogue? Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est une autre question. Si la libre circulation est un acquis économique, et combien, respectons-le, les choses devraient continuer, c'est un peu ça la philosophie en Suisse. Pourquoi bouleverser tout? L'accord bilatéral en matière de libre circulation, comme d'autres à reconnaissance mutuelle, fonctionne. Il y a besoin de toucher à ça. Pourquoi vouloir encadrer ceci par un instrument qu'on comprend mal? On le comprend très bien, en fait. On sait ce que ça veut dire. Et alors, ce qu'on pourrait dire, basé sur ce succès, je crois qu'on peut entamer des discussions beaucoup plus sereines, et je crois qu'il faut, à ce stade-là, pour faire avancer un peu notre discussion, Richard, sur ce point-là, dire que soit c'est une clarification qu'on peut apporter à un accord qui est bien ficelé, qui a été magnifiquement négocié par l'équipe des négociateurs suisses, en disant on va essayer et on vous représente et on revient au pays avec un accord légèrement modifié, mais qui peut passer la rampe et qui finalement pourra être approuvé par le peuple, ou si on ne le sent pas, étant les autorités fédérales, il faut l'expliquer et le dire, mais ne pas perdre du temps à faire des pirouettes savantes jusqu'à ce que, si vous voulez, l'érosion qui est là continue. Donc, moi je plaide pour un dialogue que vous avez estimé sera plus souple, plus ouvert. La pandémie nous a aidés. La circulation des appareils médicaux, du matériel médical a été parfaite. Madame Keller l'a souligné. En matière de santé, il y a une entraide formidable. Donc, ceci est un tremplin pour avancer. Mais à un certain moment, si on ne peut pas avancer, il faut le dire. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est une pause de réflexion dans la Suisse, ça le secret. Une pause de réflexion, en allemand une Denkpause, et conduire à l'échec de la poursuite de la relation. Alors ça, je pense que c'est un langage volontariste que comprennent très bien Madame Keller et Monsieur Gozzi, parce qu'ils appartiennent tous deux à un groupe qui est derrière Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait de la force de proposition un peu son élément moteur dans l'Union européenne. Alors j'ai envie de vous poser à tous les deux, Fabienne Keller et Sandro Gozzi, la même question. Est-ce que le dynamisme que Emmanuel Macron est en train d'insuffler, je rappelle qu'il y aura un sommet qui va se dérouler à Bruxelles cette semaine, en fin de semaine, il y en aura ensuite un autre à la mi-octobre, est-ce que ce dynamisme est vraiment en train de porter ses fruits ou est-ce qu'il y a un risque que ça se mette à patiner, un peu comme le dit Jean Russotto à propos de la Suisse? Est-ce que le pire aujourd'hui, ce n'est pas que l'Europe se mette en mode pause? Sandro Gozzi ou Madame Keller, allez-y. Vas-y, Sandro. Je vais? Ok. Merci Fabienne. Non, tu veux aller? Allez, vas-y Fabienne. Vas-y. Allez-y Fabienne. Moi j'ai envie de dire que l'Europe, c'est comme un vélo. Elle garde son équilibre tant qu'on pédale, tant qu'on avance. Et c'est normal parce que la vie, elle vous apporte toujours des informations nouvelles. Donc, des chocs, des défis à gérer ensemble. Donc, c'est la logique même des fondateurs. Hein. Cette Europe qui devait, vous vous souvenez, d'abord se construire sur l'économie, parce qu'après la guerre, on ne pouvait pas faire la politique, elle doit continuer à s'approfondir, à s'enrichir. Et c'est pour cela que les sujets qui défont l'Europe, comme l'absence de politique cohérente sur l'asile et la migration, comme la compétition en termes de fiscalité, mais c'est un autre sujet, mais c'est aussi un sujet qui nous met en concurrence, au lieu de nous mettre ensemble à partager un projet où on peut s'enrichir, progresser ensemble. Donc, à part ces deux sujets-là qui me semblent dangereux pour l'Europe, je crois qu'il nous faut sans cesse la nourrir en enrichissant nos stratégies partagées. Et moi, je suis admirative de l'énergie d'Emmanuel Macron, qui est un vrai Européen. Hein. Il n'y a pas besoin de le forcer, il n'y a pas besoin de lui écrire des discours longs. Il la porte. C'est peut-être aussi un fait de génération. Il a ancré en lui la conviction que c'est la bonne échelle, que chacun de nous, chaque État membre tout seul, sur
la scène internationale n'est pas en capacité de se faire respecter. Il propose d'être à la manœuvre. Vous l'avez vu au Liban, bon, c'est assez naturel pour la France, puisque c'est un pays qu'on connaît bien, avec lequel il y a énormément de liens. À la manœuvre aussi pour discuter avec la Turquie. Il faut probablement le faire plus fort encore à l'échelle européenne, avec d'autres pays qui connaissent bien la Turquie, comme l'Allemagne. Il l'a fait à travers ses propositions pour le plan de relance, en faisant un premier axe franco-allemand qui a servi de base. Personne ne le dit, mais le Parlement européen avait fait une formidable résolution de soutien, mais il a, par son volontarisme, et Mme Merkel par sa détermination, il faut dire, sur le sujet, enclenché une dynamique qui après s'est confortée. Et moi, j'aime bien dire, moi qui connais un peu les deux, que les Français et les Allemands, on est quand même bien différents. Donc, quand on commence à s'entendre sur quelque chose, c'est quelque chose qui peut agglomérer d'autres accords. On ne s'entend pas parce qu'on est d'accord sur tout. Non, on est différents. Et donc, c'est un bon sol. Oui, heureusement qu'il a ce dynamisme. Moi, pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai été sur la liste européenne, parce qu'il y avait un magnifique programme. D'ailleurs, on a fait un beau résultat, c'est pas Sandro, qui nous a valu à tous les deux d'être élus. Moi, c'est parce que probablement j'ai grandi en Alsace. Je suis convaincue qu'il n'y a d'avenir que d'Europe. Et on est à la fois tous différents et on a quelque chose en commun qui est l'essentiel. Donc, vous parliez d'intérêt pour la libre circulation par le vote suisse. Non, je veux croire que les Suisses avaient aussi une part de cœur dans leur vote pour la libre circulation, parce qu'on aime bien se balader, on aime bien. C'était quand même génial. Moi, je l'ai vécu, la disparition des frontières. C'est quand même magique, associé d'ailleurs pour nous avec la monnaie. C'est extraordinaire, de pouvoir, sans limitation, sans personne qui vous contrôle, aller voir le voisin. Ça a créé plein de belles initiatives de vie commune. Donc oui, l'Europe doit continuer à avancer. Oui, il nous faut dans tous les États membres des visionnaires, parce que le projet européen, ce n'est pas un projet de court terme, c'est un projet de moyen et long terme. Oui, il nous faut progresser dans les échanges humains, parce que nous ne pouvons dessiner un avenir commun que si on a le sentiment, si on a des copains européens, que si on a le sentiment de vivre vraiment un destin partagé. Donc j'ai cette conviction, peut-être un peu idéaliste, chevillée au corps, et il se trouve que l'économie aussi, on y a tous trouvé notre intérêt. Avec la libre circulation, on a quand même permis aux pays qui étaient un peu en retard, comme l'Espagne ou le Portugal, de rattraper leurs difficultés historiques. Il nous reste le défi de l'intégration complète des pays de l'Est, mais je crois aussi en ce paradigme économique qui fait que, un grand marché stabilisé avec une monnaie stable, partagée, c'est aussi une force, en plus de la puissance politique qu'il nous faut mieux exercer encore, mais que Sandro va peut-être, lui l'ancien ministre, mieux commenter que moi. Pays extrêmement bien. Il y a le sentiment que le débat européen patinait en Italie, voire qu'il commençait à être dominé par les populistes, par les nationalistes. Et là, d'un seul coup, il y a un reflux. Est-ce qu'en ce moment, vous redevenez optimiste pour le projet européen et pour l'ambition européenne? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que l'Europe est sortie du statu quo et elle est sortie de l'immobilisme grâce à l'action d'Emmanuel Macron. Grâce au fait qu'Emmanuel Macron a assumé sans honte les choix européens pendant la campagne électorale. Il est devenu président de la République française aussi sur un programme éminemment européen, donc il avait une légitimité énorme. Il a esquissé sa vision d'Europe dans les discours de la Sorbonne. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Fabienne. Et moi aussi, j'aime bien les visionnaires. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Helmut Schmidt, qu'on cite souvent à Berlin, quand il disait si tu as une vision, si tu as des visions, va voir les docteurs. Non, moi j'aime bien les visionnaires parce qu'ils font bouger les choses. J'aime bien les visionnaires concrets, tels qu'il est Emmanuel Macron. Et finalement, l'Europe est sortie du statu quo quand elle a pris acte pour la première fois à la troisième crise
qu'il ne fallait pas rester dans les contextes donnés et trouver des solutions à la marge, mais il fallait changer les contextes. L'Europe n'a pas changé les contextes, pas assez lors de la crise financière. Elle l'a pas fait. Et c'est pour cela que Fabienne est en première ligne maintenant pour les pas de l'immigration, parce qu'on n'a pas réussi à changer les contextes, à trouver des bonnes solutions politiques sur la migration et sur l'asile pendant la crise migratoire. Et bon, en ayant été président des commissions migration au Parlement italien et après ministre, je sais, vous savez combien de cercueils j'ai vus d'immigrants noyés dans la mer. Donc, pour moi, c'est un sujet énormément sensible, l'échec européen lors de la crise migratoire en 2013-2014. Maintenant, cette fois-ci, avec la crise du coronavirus, finalement, l'Europe a changé de contexte. On a suspendu, évidemment, les pactes de stabilité et de croissance parce que on avait besoin de faire des interventions publiques, sociales, d'aider les entreprises en difficulté, d'aider les territoires en difficulté, mais on s'est doté aussi de nouveaux instruments sans précédent. Les plans de relance, basés sur l'idée des dettes communes européennes, est un choix éminemment politique avant qu'économique. Parce que ça veut dire que nous sommes tellement convaincus que nous pouvons nous en sortir de cette crise sanitaire qui est devenue crise économique et sociale, seulement ensemble, et seulement avec des stratégies communes, seulement avec des investissements européens et nationaux coordonnés dans des domaines clés, tels que les numériques, la transition écologique, la cohésion sociale, qu'on est disposé aujourd'hui à nous endetter ensemble, à faire de la dette commune européenne ensemble aujourd'hui pour les investissements d'aujourd'hui et demain. Et ça veut dire aussi qu'on est passé à une approche selon laquelle c'est pas vrai que toute la dette est mauvaise. Il y a de la dette mauvaise, celle des gaspillages, celle qui sert seulement pour faire de l'assistanat. Il y a une dette commune intelligente, utile, celle que nous faisons aujourd'hui pour nous donner les moyens de sortir de la crise. Tout ça, c'est grâce à Macron. Et c'est grâce aussi à la sagesse de Merkel, qui d'après moi a été trop timide pendant la crise financière, la crise migratoire, mais qu'elle a été absolument au rendez-vous, cette fois-ci, dans la crise sanitaire, dans la proposition de Macron sur les plans de relance. Et maintenant, il faut continuer. Nous sommes pleinement engagés. C'est vrai que, bon, laissez-nous le dire, c'est le Parlement européen, mais c'est aussi notre groupe Renew qui a été celui le plus actif à partir de février pour pousser l'Europe à ces changements de contexte. Maintenant, il faut poursuivre. Il faut que les plans de relance arrivent dans les territoires, arrivent aux ménages, arrivent aux entreprises. Il faut travailler énormément avec les régions dans une logique, disons, des coopérations entre différents niveaux qui est très familière aux Suisses, n'est-ce pas? Mais il faut aussi poursuivre les changements des contextes. D'ici l'importance de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, qui est encore une fois une idée d'Emmanuel Macron. Je vous rappelle que notre liste s'appelait Renaissance parce que c'est basé sur une lettre Renaissance envoyée par Macron à tous les citoyens européens le 2 mars 2019, à tous les citoyens européens, pas aux autres chefs d'État et gouvernement, pas au gouvernement, dans une logique purement transnationale, parce qu'un leader européen a le droit de partager ses initiatives, son envie d'Europe avec tous les citoyens d'Europe. Et c'est ça qu'a fait Macron. Et cette lettre, la conclusion de cette lettre, c'était il faut repenser ensemble l'Europe autrement. Repenser l'Europe ensemble et autrement avec une grande participation citoyenne, ensemble, parlementaires nationaux, parlementaires européens, gouvernements, institutions européennes, dans une conférence qui aujourd'hui, d'après nous, est encore plus importante que du moment où Macron l'avait pensé, parce qu'elle arrive après la crise du Covid. Et donc, j'espère vraiment qu'avant la fin de cette année, cette conférence puisse démarrer. Donc, et je crois que l'Italie, grâce à cette réponse, Richard, grâce au fait que cette fois-ci, l'Europe était là, l'Italie est revenue vers des positions plus pro-européennes. Parce que c'était l'absence de l'Europe de la crise migratoire qui a fait le succès des 5 étoiles et de Salvini en 2018. Salvini remercie encore l'absence européenne. Aujourd'hui, cette Europe qui est là avec les plans de relance aide aussi l'Italie à retrouver son chemin européen. Il faut poursuivre. Alors, bien évidemment, je ne retrouvais pas, au début, j'avais un trou de mémoire, vous avez été ministre du gouvernement de Matteo Renzi,
Pardonnez-moi pour ce trou de mémoire tout à l'heure, je ne me souvenais plus du nom de Renzi. Cédric, c'est à vous de reprendre et peut-être de regarder dans les questions qui nous sont posées par le public. Oui, merci Richard. Donc peut-être quelques petites remarques de synthèse. Donc la première chose, c'est vrai que par rapport aux relations, au futur des relations de l'Union et la Suisse, donc c'est vrai que on a un contraste assez fort entre certains panélistes, par exemple entre l'intervention de M. Russotto qui pense vraiment qu'il faut il faut vraiment pas ou d'être sombrer dans un optimisme trop grand par rapport à ce que ce vote peut dire sur la suite des relations et notamment par rapport au traitement à accorder à cet accord cadre. Le contraste est fort avec Mme Keller qui pense qu'il n'y a pas seulement de la raison dans le vote des Suisses il y a 2 jours, mais il y a aussi beaucoup de cœur et que donc sur cette lignée-là, le pas prochain peut être franchi d'un accord cadre avec des clarifications nécessaires. À propos de ces clarifications, Monsieur O'Sullivan et M. Russotto pensent qu'effectivement, il faudrait peut-être être assez clair sur ce que est demandé de part et d'autre. M. O'Sullivan disait effectivement qu'on a peu entendu le Conseil fédéral depuis 2 ans et que donc il faudrait que les choses soient assez claires. M. Russotto disait que si on ne peut pas y arriver, il faut au moins avoir, je dirais, peut-être le courage politique de le dire qu'on n'y arrivera pas plutôt que de dire qu'on a besoin de temps supplémentaire. Je dirais pour un peu boucler la boucle par rapport à ce que disait M. Gozzi, et là c'est peut-être un petit peu ma connaissance de la politique suisse, je dirais sans trop me tromper qu'en Suisse il y a peut-être probablement plus d'adeptes d'Helmut Schmidt, enfin du traitement que fait Helmut Schmidt des visionnaires, c'est-à-dire que lorsqu'on a des visions on les nous faire soigner, que de gens qui aiment les visions. Et je dirais là en tant qu'universitaire, puisque je n'ai pas besoin d'être réélu, que malheureusement, surtout au sein du Conseil fédéral, je soulignerai que le conseiller fédéral, qui peut-être est le plus naturellement enclin à discuter des questions européennes, celui du dicaster des affaires étrangères, était totalement absent des débats, ce qui est vraiment pas très rassurant du tout pour le futur des discussions, des demandes de clarification, et que c'était la conseillère fédérale plutôt en charge justement de l'intérieur, de la police, des frontières, etc., qui était vraiment le poids lourd qui s'est engagé dans le débat. Mais pour, en tout cas, la question des affaires étrangères, je pense que c'était vraiment aux abonnés absents, ce qui fait que si on a besoin d'une vision, comme le disait M. Gozzi, pour sortir un peu du contexte actuel qui est toujours difficile, cet accord cadre est un accord difficile à faire accepter par le peuple, c'est un accord assez complexe quand même, et qui même s'il sera simplifié dans certaines dimensions, sera difficile à faire accepter parce que ce n'est pas un sujet peut-être aussi simple, sur un principe aussi simple que la libre circulation des personnes. Il faudra justement beaucoup de courage politique et peut-être un peu que les Suisses aient de la vision et qu'ils osent ajouter à la raison le cœur. Et pour l'instant, en tout cas, les indications ne sont pas forcément très rassurantes sur ce niveau-là. Pour faire un lien peut-être avec on a relativement peu de questions dans le blog, donc si jamais je veux juste... donc il y avait une première question qui justement nous mettait en garde comme une surinterprétation de la victoire d'il y a 2 jours, parce que en mentionnant que c'était une victoire à la Pyrrhus, dans le sens où finalement c'est vraiment annonciateur de jours un peu plus difficiles, et c'est vrai que cette remarque peut se baser sur l'alliance ou la contribution à l'effort contre l'initiative qui avait été proposée par l'UDC, la contribution à l'effort par les syndicats qui, d'une certaine manière, ont été interprétés, on l'a dit même clairement par le président de l'Union syndicale suisse, M. Pierre-Yves Maillard, qui est aussi conseiller national au Parlement suisse, qui en fait voit très bien sa contribution contre, si vous voulez, cette initiative-là, totalement cohérente avec son refus ou la lettre qu'il vient d'envoyer au Conseil fédéral avec d'autres syndicats pour demander des garanties supplémentaires sur ce qui s'appelle les mesures d'accompagnement social ou enfin l'encadrement social de cet accord cadre. Donc là, très clairement, des gens qui sont pro-européens sur certains aspects vont être pas forcément plus pro-européens que dans des limites de certains principes fondamentaux. Sur une autre question qui évidemment un petit peu, je dirais un peu une arlésienne, c'est-à-dire que quel est le meilleur système politique ou quelle est la meilleure forme de gouvernance pour l'Union européenne qui permette de combiner la diversité et l'harmonie, si je peux reprendre un peu cette expression. Ce qu'il faut, c'est tous les débats évidemment sur le fédéralisme qui remontent au fondement, à la fondation en fait
de l'approche européenne, entre une approche plus centralisatrice, par des gens comme Jean Monnet, évidemment, qui a travaillé au plan français lorsque le ministère du Plan existait. Et donc, c'est une vision qui n'est pas fondamentalement fédéraliste. Et tous ces débats sur la meilleure forme politique à appliquer, qui permettrait, évidemment, le point de vue suisse, ou ceux qui sont très attachés au fédéralisme suisse, qui permettrait au mieux de garantir tout ce que les Suisses ont à l'heure actuelle, c'est un débat un petit peu, je dirais, sans fin, et qui d'une certaine manière, escamote ce positionnement que mentionnait M. Gozzi, c'est-à-dire à un moment donné, dans le débat, il faudra peut-être changer de contexte, changer d'ambition, ou alors avoir le courage, comme le disait M. Rosotto, de dire on ne pourra pas aller plus loin. Et donc, si on ne va pas plus loin, est-ce qu'on peut accepter, peut-être que là, Mme Keller, lorsqu'on fait du vélo de temps en temps, lorsqu'il y a un feu rouge, on s'arrête, on met pied à terre, mais on est toujours un cycliste, est-ce qu'on accepte de mettre pied à terre pour un certain temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que réglementairement, ça ne va pas créer trop de difficultés? Et c'est vrai que les Suisses, pour l'instant, en tout cas le Conseil fédéral, tape en touche ou gagne du temps, mais n'est jamais vraiment affronté le problème de manière un petit peu plus radicale. Et on ne sait pas, évidemment, ce que serait la réaction de l'autre côté de l'Union européenne si une demande claire disait on s'arrête là, on ne veut pas détricoter, mais on ne veut pas tricoter de manière supplémentaire. Et pour l'instant, c'est un peu flou d'un côté et de l'autre, et la clarification, la clarté en tout cas serait souhaitable. Alors je reprends le débat car je vois une question qui s'adresse en fait à vous deux, Madame Keller et Monsieur Gozzi. Vous avez fait tous les deux l'éloge d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas, nous dit-on, ce que les Suisses attendaient du débat. Alors je vais pousser un petit peu. Est-ce que Emmanuel Macron, à votre avis, vous le fréquentez de temps à autre, est-ce qu'il s'intéresse au modèle suisse? Prenons la question autrement. Madame Keller. C'est un homme très cultivé. Je ne sais pas répondre précisément à cette question. Je n'ai jamais échangé sur la Suisse avec lui. Mais je pense que c'est un sujet qui l'intéresse parce qu'il s'intéresse beaucoup aux différentes organisations politiques. Et c'est vrai que le modèle suisse est un modèle à la fois extrêmement décentralisé et globalement très efficace. Donc nous regardons tous avec intérêt, admiration et on est tous impressionnés par ces votes réguliers que vous savez conduire, par la complexité de la prise de décision, mais par votre capacité néanmoins à en prendre des décisions fortes. Je l'évoquais sur un dossier pour le coup que je connais, qui est le dossier ferroviaire. Je ne sais pas si M. Macron connaît la Suisse. Par contre, Sandro et moi, on a un chemin un peu différent, puisque Sandro, je crois, tu préciseras, mais tu as toujours soutenu en fait Macron. Moi, j'étais dans la campagne d'Alain Juppé, donc je viens du centre droit. Mais vraiment, sur les idées européennes, il n'y a pas un papier à cigarette entre ce que pouvait exprimer Alain Juppé et ce qu'exprime Emmanuel Macron, avec un âge différent. C'est-à-dire, il parlait à partir d'expériences différentes, mais une même foi dans l'idée que l'Europe c'est le lieu où nous devons de plus en plus construire des politiques cohérentes. Alors, vous avez aussi évoqué une vision très centralisée de l'Europe qui m'étonne un peu. L'Europe, c'est un équilibre, mais la subsidiarité est quand même un principe extrêmement fondamental. Et dans la déclinaison des politiques publiques, une grande latitude est laissée à chaque État membre. Moi, pour creuser le sujet de la migration, de l'accès à l'asile, c'est extrêmement différent d'un État membre à l'autre. Au point que d'ailleurs, je recommande plutôt de chercher une forme de convergence, pas sur tout évidemment, mais sur des points essentiels, comme par exemple l'analyse des risques pays. Donc, échanger, pas forcément imposer des choses communes, c'est une des dimensions de progrès de l'Europe qui est très importante. Est-ce que nous sommes inspirés par le modèle suisse? Oui, enfin moi je le regarde tout le temps, nous le regardons tout le temps. Et la montée quand même en puissance dans tous nos niveaux politiques du dialogue, de la démocratie s'inspire beaucoup quand même de ce modèle qui est beaucoup plus dans
le dialogue, dans l'itération, dans la conviction, dans la construction d'une coalition que dans le système plus tranché qui est le système français. Sandro, vous plaidez pour une circonscription transnationale, c'est vraiment un argument très fort et vous l'incarnez. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, et je poserai ensuite la question à David O'Sullivan et à Jean Russotto, un peu plus de référendums en Europe? Est-ce que les peuples ne sont pas un peu trop oubliés et notre votation de dimanche ramène le peuple au premier plan? Oh, c'est un sujet que vous savez, je traite de façon, disons, originale. Je crois. Alors, laissez-moi répondre. Bon, sur la question, on a fait l'éloge de Macron. On nous a posé des questions sur Macron. On a répondu ce que nous pensons de Macron. Moi, je les soutiens dès le départ, dès avant sa création d'En Marche. En tant qu'Italien, j'étais le premier en Italie à écrire un article sur Il Foglio, sur un journal italien quotidien, en disant les raisons pour lesquelles, si j'avais été français en 2016, j'aurais demandé à Macron de se présenter à la présidence de la République française et je l'aurais voté avant qu'il crée En Marche. Donc, je suis convaincu que c'est un vrai leader, un très bon leader pour la France, un très bon leader pour l'Europe. Est-ce qu'il s'intéresse à la Suisse et est-ce que la Suisse, avec ses référendums, est un modèle pour l'Europe? Est-ce que Macron s'intéresse à la Suisse? C'est la première question. Est-ce que les référendums suisses est un modèle pour l'Europe? C'est la deuxième question. Ah, vous savez, quand Macron parle des souverainetés européennes, qui n'est pas sur tout, mais sur des questions sur lesquelles il faut retrouver une capacité d'action commune, il ne le fait pas du tout pour aller contre les identités nationales ou pour aller contre les souverainetés nationales. Au contraire, il le fait pour régénérer aussi les souverainetés nationales, tout en retrouvant une capacité d'action, qu'il s'agit du numérique, de la défense ou de l'immigration, à travers la construction des souverainetés européennes. Mais semble, c'est un peu ce que la Confédération fait vis-à-vis des cantons. Le confédéralisme et le fédéralisme suisse n'est pas là pour aller contre l'identité des cantons, mais au contraire, pour garantir, c'est une sauvegarde, c'est une garantie des prérogatives des différents cantons, mais c'est une façon pour les Suisses aussi de retrouver une capacité d'action sur des questions qui échappent aux cantons. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il y a des points de convergence. Sur les référendums, écoutez, la Suisse a une expérience particulière. Moi, je crois qu'en Europe, décider par référendum dans un pays ou dans deux pays sur des traités européens communs n'est pas nécessairement la meilleure voie. Mais je crois que quand on convoque un référendum, après, on doit respecter les résultats. On ne doit pas demander de voter deux fois. Sur le Brexit, par exemple, on n'a pas compris que c'était un choix irréversible. Et donc, je crois que c'est d'après moi des erreurs qu'on a fait à Westminster et on a fait aussi des évaluations à Bruxelles, ce qui a amené à des négociations très longues, à une impasse très longue de 3 ans, qui n'a fait que favoriser les positions les plus extrémistes aux élections européennes, celle de Farage, et à Londres, celle de Johnson. Moi, je crois que comme moi je plaide pour une circonscription transnationale, comme moi je plaide pour doubler les choix des citoyens européens, parce que je crois qu'ils devraient avoir le choix de voter directement aussi des mouvements politiques transnationaux et pas seulement dans des listes nationales. Je crois que si les Européens veulent aller dans la voie des référendums pour confirmer des choix communs européens, on devrait avoir les mêmes référendums, la même question, les mêmes jours dans l'ensemble du continent. Il faudrait que tous les peuples votent en même temps et que la décision s'applique dans les pays, pour les États et pour les pays qui ont dit oui à cette question, mais les référendums devraient sortir dans une logique nationale qui après risque de se limiter à la popularité des leaders qui posent la question, qui risque de déterminer les choix de référendum par des questions qui n'ont rien à voir avec la question qui est posée, mais pour des problèmes nationaux. Il faut avoir le courage d'aller vers des référendums transnationaux européens pour des choix communs européens, en outrepassant aussi la logique des vétos, soit-il collectif d'un peuple ou d'un leader. Il faut dire, on fait un référendum dans tous les continents européens. Si la majorité des États qui doit correspondre à une majorité des citoyens dit oui, ceux qui ont dit oui vont de l'avant. Ceux qui ont dit non, on respecte leur choix, mais on ne peut pas être bloqué par ceux qui ont dit non.
de Tulpan, ce que vient d'expliquer Sandro Gozzi, c'est faisable? On devrait aller dans cette voie? On ne vous entend pas, David. Non, parce que je devais me dé... Écoutez, on est sur des questions assez compliquées et je veux pas donner des réponses trop superficielles. D'abord, comme vient de dire Madame Keller, le système suisse est ce qu'il est. Et nous, à l'extérieur, les plans de fédération, c'est votre système, vous y sont attachés, vous le faites fonctionner. Personnellement, je viens d'un pays qui fait des référendums, l'Irlande. Et d'ailleurs, nous avons fait ce que Sandro n'aime pas, c'est-à-dire de faire voter 2 fois sur la même question. Je ne suis pas contre. Si les gens constatent que le résultat du premier référendum crée des problèmes et qu'il faut trouver des solutions, pourquoi ne pas refaire le référendum? Sur le divorce en Irlande, on a fait, à mon souvenir, 4 référendums avant finalement de légaliser le divorce. Est-ce qu'on peut dire que c'était mauvais de refaire ce débat? Je pense pas. Mais personnellement, et là j'ai des avis assez clairs, je suis plutôt pour la démocratie représentative. La démocratie directe, à mon avis, a ses limites. Et personnellement, je trouve que la démocratie directe, avec 450 millions de personnes, est très difficile à gérer. Très difficile à gérer. Parce que c'est bien, je suis d'accord avec Sandra, si on veut faire une constitution fondatrice, on peut faire une fois l'adoption par un référendum. Mais s'il faut, sur chaque question difficile, passer à un référendum avec 450 millions de personnes, et on va trouver des résultats. Il faut pour un référendum, il faut qu'il y ait un consensus politique dans une démocratie d'accepter le résultat. Et est-ce que c'est 50%, 50,1%, c'est 51%? Il y a ceux qui disent au Royaume-Uni qu'ils auraient dû avoir un seuil pour une telle décision sur le Brexit. 55%, j'en sais rien, c'est le système. Mais donc, personnellement, je trouve qu'il faut plus de démocratie en Europe, je suis d'accord, même si j'ai dit une fois que la Suisse n'a pas un monopole sur la démocratie, que l'Union européenne est aussi une démocratie. Mais c'est vrai qu'il faut toujours améliorer la transparence, le sentiment d'adhérence de nos citoyens. C'est un travail constant. Mais je ne pense pas qu'importer dans l'Union européenne le système suisse serait plus démocratique ni plus efficace. Et il faut toujours trouver la part entre ces deux choses. Mais c'est une question d'une énorme complexité. On ne va pas la résoudre ce soir. Et je suis désolé, Richard, parce que moi, on est déjà au-delà du 20h. Moi, j'ai un autre engagement. Je suis obligé de me retirer, que je fais avec beaucoup de regrets, sans entendre la fin du débat. Mais je suis attendu ailleurs et donc, je m'arrête là. Je vous remercie pour la possibilité de participer à ce débat fascinant et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ces questions à l'avenir. Merci beaucoup, David. On va faire très bref. Jean Russotto, vous êtes toujours avec nous? Je ne vous vois pas en image, mais peut-être que vous êtes en audio avec nous. Je crois qu'il n'est plus avec nous. Alors, donc, dans ce cas, je vous donne la parole, Cédric, pour conclure, oui, avec cette petite phrase d'un internaute qui nous dit « Souvenez-vous des travaux de Denis de Rougemont, l'écrivain suisse qui écrivit beaucoup sur l'Europe. » Effectivement, bonne inspiration à vous, Cédric. Oui, merci. Donc, effectivement, nous sommes un petit peu au-delà de l'heure, mais les débats étaient vraiment très intéressants. Comme le disait M. O'Sullivan, nous touchons... Vous voyez pourquoi les relations Suisse-Europe sont si compliquées, parce que ces questions-là viennent tout de suite se mettre dans les débats. Et donc, un vote ne sera pas simplement sur un principe comme celle de la libre circulation des personnes, mais toutes ces différentes dimensions viendront s'ajouter, ce qui fait que pour tout gouvernement de conduire un référendum sur ces questions-là est un véritable casse-tête. Et donc, on verra comment le Conseil fédéral va gérer cela dans les semaines qui viennent. Et je pense que tout le monde aimerait avoir une solution pragmatique, mais qui soit aussi apaisée, avec des relations apaisées des deux côtés de la frontière, notamment du côté de certains milieux nationalistes en Suisse. Merci beaucoup à tout le monde pour avoir participé à ce débat dans le contexte actuel. Et je pense que techniquement, merci aux techniciens ici, en tout cas à Genève, qui ont fait en sorte que les choses soient plus ou moins fluides, ou pratiquement totalement fluides.
Je rappelle que cette émission ce table ronde a été enregistrée et qu'elle sera disponible. Le lien sera communiqué dès qu'il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. Merci Madame Keller, Monsieur Gozzi, Monsieur O'Sullivan qui est parti, Monsieur Russotto et bien sûr merci Richard pour ce partenariat avec le temps. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, bonne fin de soirée à tous. Merci. Au revoir.